Bonjour, c'est Pascal Tréfingui. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Antéchrist, du prince Harry et de la Merkaba, la Jérusalem céleste terrestre et son union dans la Kabbale, ainsi que plus généralement du projet de nouvel ordre mondial, sa nature et pourquoi il est passé par les étapes du nationalisme, de l'internationalisme et du supranationalisme avant de pouvoir s'affirmer. Si vous n'êtes déjà inscrit, merci de vous inscrire. Ça permet à notre chaîne d'être mieux référencée, de liker ou de disliker. Ça nous permet aussi de faire évoluer notre contenu, ainsi que de laisser des commentaires si vous avez des questions, tout simplement pour être mieux référencé par YouTube, puisque chaque message gère de l'activité, peut être proposé à des personnes qui ont le même profil que celui dans lequel YouTube vous a identifié. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la Kabbale juive, nous allons parler de la Jérusalem céleste, nous allons parler de la Merkaba et nous allons parler du nationalisme, de l'internationalisme et du supranationalisme, en particulier de son avènement sous la forme du sionisme. Je sais que c'est une vidéo qui est très attendue, elle est un petit peu plus complexe que les vidéos précédentes, donc en préparation, je vous demande de regarder les vidéos sur par exemple le programme Aurore Rouge, Blue Strike, et Sakara qui vous permettent donc de mieux comprendre ce dont on va traiter aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va un petit peu plus rentrer dans la tradition judéo-maçonnique et égyptienne. Je sais que c'est un petit peu plus difficile, mais je vous demande de vous accrocher. À très bientôt. Tout le monde se rappelle donc de la pyramide du nouvel ordre mondial qui est issue du nomadisme. Donc comment ce groupe autour de Dan, de nomades, ces 12 nomades autour de la tribu de Dan, donc la tribu de Dan, elle vient d'Égypte, puis elle passe ensuite par où elle pratique la religion égyptienne. Ensuite, elle passe par la Judée, où elle va pratiquer le judaïsme et rencontrer des difficultés avec les autres tribus d'Israël à cause de ses tendances sédentarisantes. Et puis ensuite, elle va être incorporée à la tribu de Juda, et au final, elle va partir vers la France, où cette tribu de Dan va nourrir toutes les grandes familles royales qui vont porter le christianisme jusqu'à la forme ultime de christianisme qui est l'anglicanisme, donc le protestantisme anglo-saxon. Et ce protestantisme anglo-saxon, c'est lui qui va financer les trois grandes idéologies du XXe siècle, les trois grandes idéologies démocratiques, c'est-à-dire le nationalisme qui est intégralement financé, par exemple le nazisme qui est financé par Wall Street et par la famille Ford, IG Farben et de Dupont de Nemours, toutes les grandes familles qui sont liées à ce groupe des 13 Illuminati, donc qui sont des chrétiens protestants, eux vont financer donc le nationalisme. Ils vont également financer l'internationalisme, donc Marx et Engels vont être payés pour formuler une nouvelle doctrine sur la base d'une falsification de la doctrine platonicienne afin de l'offrir au peuple en concurrence au catholicisme. Et puis ensuite, on a une dernière idéologie qui est aussi financée par ce groupe des 13 Illuminati, donc en particulier les Rothschild. Donc je rappelle 500 000 milliards d'avoirs qui, eux, vont, avec l'accord de Balfour de 1917 qui va faire durer la guerre de 14, 2 ans de plus, puis la création de l'État d'Israël après la Shoah, qui a été organisée conjointement par le mouvement sioniste et le mouvement nazi, qui ont scellé leur accord par l'accord de transfert de 1933 entre Adolf Hitler et la Banque de Londres et la famille Rothschild, donc pour la création de l'État d'Israël en 1948, donc qui avait été déjà planifié en collaboration avec les nazis. Donc maintenant, nous allons voir pourquoi donc le nouvel ordre mondial s'appuie actuellement sur le sionisme. Donc après s'être appuyé sur le nationalisme allemand, qui a donné naissance donc au nazisme et au sionisme, les deux frères jumeaux, puis ensuite sur l'internationalisme, notamment avec le marxisme-léninisme et le marxisme-maoïsme. Et puis ensuite, donc, on a le sionisme qui donc est toujours financé par les mêmes et qui doit amener à cet avènement du gouvernement mondial. Alors, si on veut comprendre ce qu'est ce gouvernement mondial, il suffit d'étudier la pyramide, c'est ce qu'on a fait dans les postes précédents. Donc, on a les 4 pouvoirs qui ont explosé. Donc, dans la société traditionnelle, normalement, le pouvoir économique est à tout le monde, mais le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire est au roi, qui est le pouvoir central, mais qui va créer les lois, les exécuter et obtenir le jugement de la société avec la participation de chacun, puisque dans chaque ordre, on a des gens qui font des lois, des gens qui les exécutent et des gens qui jugent. Un des vestiges de cette organisation, c'est par exemple les tribunaux des prud'hommes, qui sont un vestige des corporations de métiers, mais il y avait aussi des tribunaux ecclésiastiques pour l'Église catholique, des tribunaux spécifiques pour la noblesse,
Donc chaque ordre dans les 4 castes avait donc ses propres tribunaux. Donc tout ça, ça a explosé avec le nouvel ordre mondial, avec cette pyramide des nomades. J'ai expliqué comment ça fonctionnait sur la base d'une conjuration de 13 familles de nomades, la corruption des hommes politiques, la collaboration des professionnels et le consentement passif des individus, hein, à qui on fait croire qu'ils ont le droit de juger les autres en fonction de leur utilité sociale et de l'argent qu'ils possèdent. Ils ont droit, grâce au marché, de juger les professionnels et grâce au vote, de juger les politiques, sachant que l'élite est toujours maintenue hors de critique. Ça, c'est la société du nouvel ordre mondial. Ça, c'est la société ancienne que je vous avais présentée. Donc, on a un grand axe nord-sud, est-ouest, Cardo et Decumanus, autour de l'agora où est présent l'empereur qui est un nomade, sacralisé. Autour 4 castes de sédentaires qui correspondent donc aux 4 éléments de la nature, donc l'air, le feu, l'eau et la terre, mais aussi aux 4 natures physiques des êtres humains, telles qu'on les trouve dans la médecine médiévale, notamment celle de Paracelse, les 4 directions, et puis effectivement les 4 phases de la lune, qui correspondent donc à la pleine lune pour le clergé et à la lune noire donc pour les serviles, avec des phases ascendantes et descendantes pour la noblesse et la production, donc la noblesse qui est ascendante et la production qui est la phase descendante de la lune. Donc ces 4 castes qui sont autour de l'empereur, elles ont des degrés concentriques. Par exemple, chez les producteurs, on va trouver les apprentis, les compagnons et les maîtres. Dans la noblesse, on va trouver les soldats, on va trouver les pages et les chevaliers et les seigneurs. Par exemple, dans le clergé, on va trouver le clergé séculier, celui qui est dans le siècle, qui fait fonctionner les institutions. On va trouver le clergé régulier, donc celui qui vit dans les monastères, et puis le clergé central, qui détient l'autorité spirituelle, par exemple le Vatican en Occident. Chez les serviles, c'est pareil. Il y a un chef des serfs, des esclaves ou des salariés. Il y a ensuite des contremaîtres et ensuite les serviles eux-mêmes. Donc cette organisation à 3, on la retrouve dans la franc-maçonnerie avec apprentis, compagnons, maîtres, mais ça existait dans toutes les 4 castes, puisque c'était 3 étages qui permettaient donc d'accéder au centre de la société, à l'agora, donc au forum pour les Romains, à l'agora pour les Grecs, c'est-à-dire au centre de la société où étaient présentes les institutions. Donc ces deux systèmes, ils sont totalement opposés. Ici, on est dans un système de sédentaires, et ici, on est dans un système de nomades. Le système de nomades, il permet la confiscation des biens vers l'élite et le divertissement du peuple. Le système ici des sédentaires, il permet la conservation de la société à l'intérieur de ses murs et ses rapports avec l'environnement. Et on va avoir un phénomène de concentration du trésor vers le centre. Donc on a ici aussi bien un dépôt spirituel et un dépôt matériel qui est redistribué à travers les couches de la société. Par exemple, après les récoltes, le grain est stocké sous l'agora et il va être redistribué par le clergé au fur et à mesure donc de l'épuisement des stocks vers les différents cercles de la société. Donc chacun est nourri en priorité selon son importance pour le système. Donc le système central, le système intermédiaire et le système extérieur qui lui a accès à la nature, donc est moins contraint par la sédentarité. Plus on est ici, plus on a d'obligations. Plus on est ici et moins on a d'obligations. Par exemple, un serf a beaucoup moins d'obligations qu'un maître de corporation ou qu'un seigneur ou qu'un ecclésiastique ou un chef des esclaves. Donc on a un phénomène de responsabilité, et plus on va vers l'extérieur, plus les responsabilités se diluent, plus on va vers l'intérieur et plus les responsabilités sont fortes. Donc ce système de 4 castes, on peut le représenter de la façon suivante. On peut le représenter, donc ces 4 castes qui correspondent aux 4 éléments, aux 4 natures, aux 4 directions, aux 4 phases lunaires. On peut donc le représenter sous la forme d'une base avec 4 cases dans un cercle et avec une pyramide qui mène à l'empereur. Tout ceci est influencé par la lune. De l'autre côté, dans le nomadisme, on a les 12 tribus avec 4 grands éléments qui correspondent aux 4 étoiles fixes en lion, régulus, en scorpion, en verseau et en taureau, donc qui sont les 4 grandes étoiles fixes les plus fortes de la voûte céleste. Et en leur centre, on a donc l'étoile polaire. Alors il y en a 7 au cours de l'année de 26 000 ans. Actuellement, c'est donc l'étoile du Nord qui est Polaris, qui est Ursus Polaris, qui est dans la constellation de l'Ours et qui est notre étoile polaire. Mais au cours
de l'année de 26 000 ans. Donc cette étoile, il y en a 7 qui vont changer. Ce phénomène, cet ensemble, donc, qui est lié du nomadisme, il est dominé par le soleil et il va projeter sur Terre un nomade, ce nomade sacralisé qui est donc au centre de la société de sédentaires. Lorsqu'on peut conjuguer les 4 éléments et la vie des sédentaires avec la vie qui est déterminée par l'empereur, ce nomade sacralisé, il va se produire une union du ciel et de la terre que les Juifs réalisent par ce sceau qu'ils appellent la Merkaba, c'est-à-dire la Jérusalem céleste, qui est aussi la Jérusalem terrestre, c'est-à-dire que lorsqu'on est capable d'organiser la société en 4 castes avec un nomade sacralisé à son sommet, lorsque ce nomade sacralisé qui est dépourvu d'ambition matérielle et d'accumulation, qui est parfaitement honnête, va donc prendre l'influence du ciel, la concentrer en lui et la distribuer aux sédentaires, on a donc la Merkaba, la Jérusalem céleste ou la Jérusalem terrestre, qui sont donc la manifestation de la présence divine. Donc on a ce système de sédentaires, dont Platon nous a expliqué qu'il pouvait se corrompre. Donc lorsqu'il n'y a plus d'empereur, le clergé va faire une timocratie, comme en Iran. Lorsqu'il n'y a plus d'empereur et plus de clergé assez puissant, la noblesse va faire une oligarchie, ce qui est le cas par exemple en Russie. Lorsqu'il n'y a plus d'empereur, qu'il n'y a plus de clergé, qu'il n'y a plus de noblesse, les producteurs vont faire une démocratie, ce qui est le cas par exemple dans l'Occident. Et lorsqu'il n'y a plus de clergé, de noblesse, de producteurs et non plus d'empereur, les serviles vont faire une tyrannie. Et le nouvel ordre mondial, c'est donc une tyrannie, c'est un pouvoir où la plus grande partie des personnes sont des serviles, des salariés, des esclaves, qui seront dominés par une élite de nomades, de 13 nomades, qui seront qui n'auront pas donc l'honnêteté de l'empereur, qui est dépourvu d'ambition matérielle, qui ne veut pas accumuler, qui est totalement libre, totalement nu et dénudé. C'est lui qui va donc donner toute son influence spirituelle à la société. Lorsque le système se corrompt en nomadisme dévié, on a un système où, en fait, toute la richesse va vers cette élite de 13, les chefs de clan, les 13 chefs des clans. Donc voilà l'explication pour les deux systèmes. Alors le nomadisme en soi, il mène toujours à ce système, c'est un système qui est basé par l'individu, une élite qui va accaparer, c'est le défaut du nomadisme. Le défaut de la sédentarité, c'est ce phénomène qui a été décrit par Platon dans le livre de la République ou de la justice, où on a un phénomène de corruption. Donc on va avoir la timocratie, l'oligarchie, la démocratie et la tyrannie qui vont amener la destruction de la société et sa nomadisation. Donc on est actuellement dans un processus de destruction totale de nos sociétés sous l'influence de ces 13 familles de nomades qui sont en train de la détruire totalement, de confisquer tous les biens et qui veulent zigouiller tous les sédentaires. Tous les gens qui sont restés sédentarisés vont être zigouillés dans la Troisième Guerre mondiale et la Grande Guerre civile généralisée qui devrait tuer 7 milliards d'individus selon les plans inspirés à cette élite par Satan. La constitution de cette pyramide des Illuminati, elle est passée par 3 phases que je vous ai expliquées, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est sorti de l'oligarchie capétienne, terrienne, qui était une synarchie qui fonctionnait pas super bien, c'était une synarchie à tendance oligarchique, elle a été détruite à partir du XIIIe siècle, et donc elle va donc être affectée par la première grande pathologie mentale qui touche une civilisation, qui est sa transformation en nomadisme. Donc la première le premier grand trouble psychologique qui est apparu en Occident, c'est le nationalisme. Alors, qu'est-ce que c'est le nationalisme? Eh bien, dans la société traditionnelle, donc dans la société de caste, on peut appartenir à n'importe quelle origine raciale, on peut avoir n'importe quelle religion, il n'y a pas de religion dominante, enfin, il y a une religion dominante, mais toutes les religions sont permises. C'était par exemple le cas de la ville de Bagdad, lors du califat, où toutes les religions étaient présentes. De même en France, on pouvait être juif, on pouvait être chrétien, on pouvait être musulman en France sans rencontrer aucun problème, chacun avait un statut particulier. On pouvait aussi pratiquer la sorcellerie, par exemple, jusqu'au XIIIe siècle, on ne brûle pas de sorciers, etc. Ça apparaît à partir de l'Inquisition du XIVe et du XVe siècle. Donc au Moyen-Âge, souvent on l'ignore, mais il n'y a pas d'inquisition, en fait, il n'y a pas de police des cultes, on ne persécute pas les gens pour de l'hétérodoxie. Cette volonté de persécuter les gens pour leur sexualité, ça apparaît pour leur pratique religieuse, ça apparaît à partir du XIVe siècle, notamment avec l'affaire des Templiers, où pour la première fois, on accuse les gens d'avoir une religion hétérodoxe, d'être homosexuels, d'aimer l'or, de vouloir convoiter le pouvoir. Alors ça, c'est vraiment une accusation qui est typique, et elle est formulée par les nationalistes qui sont autour du roi Philippe le Bel. Alors Philippe le Bel, oui, c'est le fondateur de l'État français national,
comme nous le dit la République à l'école, parce que justement c'est la première manifestation que ça fonctionne pas bien dans la société française, et donc c'est le début du nationalisme français. Alors ce nationalisme français, c'est une maladie de la civilisation qui va vers le nomadisme, donc et qui va s'accroître de plus en plus et qui va justifier par exemple la colonisation. C'est la preuve que la société française s'est effondrée, qu'elle a besoin de s'exporter sous la forme d'une nation et non pas d'un empire, et donc elle va le nationalisme en fait, la colonisation est le fruit du nationalisme. Ensuite, une fois que le monde entier a été transformé en nation au XIXe siècle, on a pensé à l'internationalisme. Donc, comment faire cohabiter ces nations les unes avec les autres sans qu'elles soient constamment en conflit? Mais c'est là où a eu l'idée d'une internationale. Alors, comme on était dans l'époque de domination des producteurs, on a pensé à une internationale ouvrière. Donc, c'est les internationales marxistes. Donc, comme on rejette la noblesse qui a perdu le pouvoir, comme on rejette le clergé qui a perdu le pouvoir, comme c'est les démocraties qui dominent désormais, c'est-à-dire la caste des producteurs, on pense à une internationale des producteurs. Donc, c'est les deux grandes internationales marxistes, prolétaires, travailleurs de tous les pays, unissez-vous. Donc, c'est le grand projet démocratique internationaliste. Ce projet, internationaliste, il va évidemment échouer, il va pas durer très longtemps, il va durer 70 ans, c'est-à-dire le nationalisme allemand a duré 70 ans, donc 1871 à 1943-44 avec la fin du nazisme. Donc 1917-1980, c'est la fin de l'internationale marxiste, 1917 la révolution d'octobre, 1989 la chute du mur de Berlin, 1991, donc on est dans un cycle de Mercure, donc la fin de l'URSS, et puis pareil avec le sionisme, donc qui est une conséquence de l'échec de l'internationalisme. Donc le nationalisme n'a pas fonctionné, l'internationalisme a échoué, donc on a une nouvelle proposition qui est le supranationalisme, c'est-à-dire que toutes les nations du monde seraient contrôlées par une nation, la nation juive, pour autant que ce soit une nation, on verra que non. Et cette nation juive, donc, nous disent les 13 membres de la famille des Illuminés autour de Dan, donc les 13 autour de Dan qui sont ici, qui utilisent le sionisme comme idéologie, nous disent, Dan, il sera le roi du monde, on le mettra dans la ville de Jérusalem, et on va créer ainsi un État supranational à Jérusalem, qui dominera le monde, qui est basé sur 3 éléments, la tradition égyptienne, d'où la cour suprême israélienne payée par les Rothschild en forme de pyramide, avec toute la symbolique égyptienne. Il sera juif, c'est-à-dire on va emprunter des éléments du judaïsme, notamment la Kabbale, qui est un mélange de la tradition égyptienne et de la tradition juive et de la tradition grecque, et puis la maçonnerie, donc on va utiliser, puisqu'on sort du mouvement démocratique, on va utiliser les vestiges des initiations de métier pour créer donc un État supranational qui soit égyptien, judéo-maçonnique. De forme, parce que évidemment ça n'a rien à voir avec l'Égypte traditionnelle, c'en est même l'antithèse, et on l'a vu avec le programme Aurore Rouge, Blue Strike et Saqqara, on est alors que l'Égypte avait un programme d'élévation spirituelle de l'humanité, le programme du sionisme, donc du nouvel ordre mondial, avec le programme Saqqara, a un objectif d'abaissement de l'humanité qui va être transformée en esclave avec des implants et avec une intelligence artificielle qui va contrôler son âme et son esprit par des champs artificiels. Donc on est dans une antithèse totale de l'Égypte. Pareil avec la Kabbale telle qu'elle est utilisée par le nouvel ordre mondial, c'est une Kabbale noire, comme celle de Freud, par exemple, de Einstein. Donc c'est la Kabbale complètement matérialisée, sans objectif spirituel, qui ne doit plus donc mener à la Merkaba, la Jérusalem céleste que je vous ai expliqué ici. Donc on ne va plus vers la Merkaba, on va vers une anti-Merkaba, c'est-à-dire ce qui sera au centre, ça sera un nomade complètement pervers. Donc ça sera le prince Hari qui sera déclaré roi du monde, roi d'Israël et roi du monde à Jérusalem, qui sera un sédentaire complètement perverti qui sera là avec sa Lilith, sa pute, proclamé roi et reine d'Israël. Et autour d'eux, l'humanité aura été transformée en grande organisation de nomades qui, dans l'hémisphère nord, pourront vivre seulement 7 ans dans une des 12 grandes villes qu'ils ont prévu de construire, comme Neom, par exemple, dans l'hémisphère nord, après sa destruction, après la Troisième Guerre mondiale. Donc ce programme, il est anti-juif, il est anti-maçonnique, il est anti-égyptien, c'est un programme totalement parodique, c'est ce qu'est la civilisation de l'antéchrist, le nouvel ordre mondial, c'est le contraire du christianisme, c'est le contraire du judaïsme, c'est le contraire de l'islam, c'est une anti-tradition égyptienne, ramenée totalement à son opposé, avec une falsification de la science judéo-égyptienne, donc de la gnose sous la forme du maçonnisme, et une falsification totale donc de la maçonnerie sous la forme de l'illuminisme des Illuminés de Bavière, donc qui sera la doctrine dominante chez ces gens-là, où leur objectif, comme on a eu le surhomme, comme on a eu l'homme soviétique, qui était l'homme nouveau, qui allait être créé
par les camarades. On a eu le surhomme de Nietzsche, donc des nazis, hein, l'homme arien, et là on a le surhomme des sionistes, c'est-à-dire l'homme bourré de technologie, sous contrôle psychotronique, qu'on appelle le transhumain. Voilà. Donc cette monstruosité, ce transhumain, c'est un rêve fou de nomade, donc de créer un sédentaire le plus pervers possible, qui sera le prince Harry dans le lieu saint de Jérusalem, avec sa pute, Lilith, et là il fera danser toute une humanité complètement nomadisée dans la sorcellerie, autour de 12 grandes villes dans l'hémisphère nord. Alors bien sûr, ce système, il n'a pas vocation à durer, c'est un système complètement dément, et ce système sera détruit. Mais en attendant, c'est le schéma d'application du nouvel ordre. Il est souvent difficile d'expliquer aux gens que le nationalisme est mauvais, c'est-à-dire que ils le confondent souvent avec le patriotisme. On peut tout à fait aimer sa famille, aider l'endroit où on vit, aimer sa sédentarité. Lorsqu'on le fait, on est donc un patriote, un sédentaire patriote qui cherche à avoir des institutions stables. Par contre, lorsqu'on rentre dans le nationalisme, c'est déjà que la civilisation est malade. Qu'est-ce que le nationalisme? C'est considérer que si on est né à un endroit ou si on est né d'un type de personne, on est différent des autres. Or, ce n'est pas du tout le cas dans une société traditionnelle. Dans une société de sédentaires, on peut avoir plusieurs religions, on peut être de plusieurs origines ethniques, mais on va se retrouver autour d'un projet de sédentarité, autour d'un nomade sacralisé, un empereur, avec un projet de sédentarité auquel on va adhérer. On va donc adhérer à la cité, quelle que soit sa religion, quelle que soit son origine ethnique et quelle que soit sa disposition psychique. Donc c'est une société qui est ouverte sur le monde afin de l'élever et d'amener vers un projet. Le nationalisme est un projet qui est fermé sur lui-même, qui non seulement n'aime que lui-même, mais en vient à haïr les autres. Donc cette haine, cet amour de soi et cette haine des autres du nationalisme, elle va amener donc l'internationalisme, donc un processus, une aide pour sortir de la guerre et pour pouvoir donc fonctionner entre nations. Or, on s'aperçoit que les internationalistes ont été encore plus criminels que les nationalistes. Hitler a fait beaucoup de morts, mais les internationalistes, par exemple l'Union soviétique et la Chine, ont fait beaucoup plus de morts que les nationalistes. Et les supranationalistes nous promettent de faire 7 milliards de morts, puisque le programme sioniste est indiqué au Guidestone de Géorgie, aux fresques de Bank of America, ainsi que dans les fresques de Denver International Airport, où on nous annonce donc une grande guerre civile mondiale, une grande guerre mondiale et l'anéantissement de 7 milliards d'humains afin qu'il n'y ait plus que 500 millions d'êtres humains nomades dans l'hémisphère nord qui seront contrôlés par un centre de sédentarité irrégulier qui sera placé à Jérusalem et contrôlé par l'antéchrist en personne issu de la tribu de Dan, en l'espèce le prince Harry et sa partenaire Lilith. Donc c'est assez difficile de comprendre cette chose. J'espère que ce post vous y aura amené. Vous savez que dernièrement, le sionisme a été jugé par l'Assemblée nationale comme une forme d'antisémitisme. Alors il est assez intéressant que la gauche s'est abstenue, puisqu'elle est internationaliste, et que c'est la droite nationaliste qui a fait passer le texte. Donc c'est la République en marche a proposé ce texte, hein, il y a 84 députés de la République en marche qui l'ont voté, et par contre le texte n'a plus passé, donc criminalisation de l'antisionisme, que grâce à l'aide des républicains, c'est-à-dire de la droite nationaliste. Et là, une fois de plus, on s'aperçoit que le nationalisme et le supranationalisme, c'est-à-dire la droite et le centre, vont main dans la main ensemble, et que finalement, les seuls à vouloir les critiquer, ce sont les internationalistes. Et on s'en aperçoit d'ailleurs au niveau économique et politique. Les nationalistes et les supranationalistes ont le même projet libéral de nouvel ordre mondial et de mondialisation, auquel tentent de s'opposer un petit peu, avec les moyens qu'ils ont, les pauvres internationalistes. Donc il s'agit de défendre aucun, mais d'observer de nouveau. Cette confusion entre l'antisionisme et l'antisémitisme est vraiment un outil qui vont payer très cher les gens qui ont fait voter cette loi. Je donne très peu cher de leur peau après la libération du nouvel ordre mondial, et aussi c'est un programme qui est très dangereux pour les juifs, parce qu'en fait la quasi-totalité des juifs qui sont dans le monde entier ne sont absolument pas sionistes. Moi par exemple, je suis d'origine juive, j'aime l'État d'Israël, je soutiens la création d'un État d'Israël parce que ça fait partie du déterminisme historique, et je pense aussi que c'est à partir du moment où il y a des gens qui ont assez d'argent pour pouvoir le faire, et qui ont donc une culture juive ou la religion juive et qui souhaitent s'installer à Jérusalem, qu'ils le fassent. En fait, l'interdiction de revenir à Jérusalem, elle a été posée par l'Empire romain. Quand l'Empire romain s'est écroulé au VIe siècle, cette interdiction, elle a pris fin. D'ailleurs, on s'aperçoit que les musulmans ont recréé un temple, donc la mosquée du Rocher du Dôme,
à Jérusalem, et que avant le problème nationaliste sioniste, les Juifs pouvaient y rentrer, pouvaient rentrer dans la mosquée. Donc c'était un lieu supraconfessionnel ou interconfessionnel plutôt, où en fait musulmans, juifs et chrétiens pouvaient venir se recueillir dans la mosquée du Dôme. C'est les sionistes justement qui ont créé les nationalistes sionistes juifs et les nationalistes arabes qui ont créé donc cette difficulté. Alors une fois de plus, on s'aperçoit que le nationalisme en tant que maladie mentale, c'est-à-dire que quand le califat a explosé, c'est le nationalisme arabe qui s'est imposé. Et lorsque l'empire romain germanique s'est effondré, donc l'empire prussien, en fait, on s'aperçoit qu'il a donné naissance à deux monstres, le nationalisme juif et le nationalisme allemand, qui vont s'opposer, mais aussi s'unir, puisque l'accord de transfert entre le Troisième Reich, la Banque de Londres et la colonie sioniste de Rothschild en Palestine avait noué un premier accord. Il faut savoir que Hitler a fait débaptiser toutes les rues qui avaient un nom de juif en Allemagne, il les a appelées Theodor Herzl, rue Theodor Herzl, et que il y a eu une grande histoire d'amour entre les nazis et les sionistes jusqu'à la fin de la guerre en fait. C'est-à-dire que pendant que les juifs qui restaient en Allemagne dans l'espace vital arien étaient exterminés, les juifs qui acceptaient de partir, en tout cas jusqu'en 1940, abandonnaient leurs biens à l'État allemand. La Banque de Londres, qui était richissime et liée au Rothschild et à la famille royale d'Angleterre, compensait leurs biens. Ils pouvaient immigrer tout à fait normalement et avec leur argent en Palestine. C'est ce qui va permettre la création de l'État d'Israël. Il faut savoir aussi que l'argent des Juifs exterminés en Suisse et l'argent des nazis a été récupéré par en grande partie le mouvement sioniste et a fait la fortune des Suisses qui ont donc profité du nazisme et de l'extermination des Juifs, comme maintenant ils sont un des acteurs clés du nouvel ordre mondial. Les gentils Suisses honnêtes et neutres sont en vérité des pourritures, comme j'ai pu les montrer de façon humoristique dans mon sketch sur la cuillère dans le cul de technologie helvétique. Ça paraît, mon propos paraît un petit peu violent, mais c'est pas pour rien que l'ONU, donc le principal instrument de guerre dans le monde, a un de ses sièges donc à Genève, donc en Suisse. Donc on verra lorsqu'on parlera de la Troisième Guerre mondiale quel va être le rôle de la Suisse et pourquoi elle va être entièrement protégée une nouvelle fois de la Troisième Guerre mondiale, comme elle a été protégée de la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Non pas parce qu'elle était neutre, parce que la Belgique était neutre pendant les deux guerres, a quand même été détruite et envahie, mais tout simplement parce qu'elle est protégée par l'élite bancaire, notamment les 13 tribus, les 12 tribus autour de la tribu de Dan ont un intérêt particulier pour la Suisse. Voilà. Donc j'espère que vous m'avez compris. Dans un prochain message, une prochaine capsule, je pense qu'on en viendra à la Troisième Guerre mondiale, puisqu'on a déjà traité de la Grande Guerre civile universelle. Et puis donc on aura, je pense, assez bien bouclé notre ensemble de vidéos d'ici la fermeture programmée de la chaîne, soit d'un fait extérieur ou de notre fait, je ne sais pas encore. Et donc j'espère avoir éclairé votre compréhension de la situation dans laquelle nous sommes et de vous avoir incité à prendre toutes les dispositions pour vous protéger votre famille et de ne pas vous faire d'illusions sur ce qui nous attend.